L'idée de ce film m'est venue un soir de mai 2021. Au sortir d'une émission sur la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, mes invités et moi n'arrivions pas à nous quitter. D'abord, nous étions toutes et tous contents de l'émission que nous venions de faire. Il est vrai que le sujet, comme tout sujet passionnant pour nous, mais surtout pour mes invités, n'avait pas été évacué. Pouvait-il l'être d'ailleurs? Imaginez, nous parlions homophobie et transphobie chez les immigrants au Québec, chez les minorités visibles au Québec, bref, chez les néo-québécoises et néo-québécois. Un sujet encore difficile, vous en conviendrez. Il y avait cependant unanimité dans le groupe. Montréal était ce qu'on appelle communément un safe space, comparé à de nombreux autres endroits parmi lesquels ceux dont mes interlocutrices et interlocuteurs étaient originaires. C'est alors qu'il y eut un déclic dans ma tête. Si Montréal était si ouvert, si accueillant, cela voulait peut-être dire que les membres racisés des communautés LGBTQ+, pouvaient s'épanouir et vivre pleinement leurs amours à Montréal. Peut-être même se mettre en couple. J'ai donc décidé de m'y intéresser et d'aller à la rencontre de couples racisés LGBTQ+ à Montréal et de les entendre sur leur quotidien. Nous voilà donc au point de départ et notre première escale nous conduit dans la rive sud de Montréal, plus précisément à Brossard. Avec somme toute une interrogation banale. Comment naissent les couples dans les communautés LGBTQ+. Donc moi c'est Lani, je viens de la Martinique, pronom il, elle, peu importe. Je suis coordonnatrice à la coalition des familles LGBTQ+. Ça va faire presque un an maintenant. Donc on travaille beaucoup sur un projet qui est projet Wage et en ce moment justement ça tombe bien parce que je suis en train de faire une campagne de recrutement pour les familles, pour recruter les familles LGBTQ+ racisées pour répondre à leurs besoins, pour trouver quelles ressources ces familles ont besoin parce que souvent ce sont des familles qui sont invisibilisées. Donc voilà un petit peu mon topo et donc c'est ça, j'ai dit que je viens de la Martinique et je suis au Québec en 2002, ça va faire 20 ans, donc voilà. Moi je m'appelle Stécie Caveri, donc je suis à Montréal depuis bientôt 9 ans. Je suis venue ici pour compléter mes études, donc je viens de Martinique aussi, puis j'ai fait un peu mes études en Guadeloupe, un peu en France, puis je suis venue à Montréal après. Donc j'ai vraiment aimé l'ambiance, la ville, donc ça fait 9 ans que je suis là du coup depuis ce temps-là. Je suis conseillère principale en marketing numérique, donc je m'occupe principalement de tout ce qui est campagne numérique et des choses comme ça en agence. Et puis, qu'est-ce que tu veux d'autre? On est ensemble depuis 2 ans et demi. Ça a été très dans le cercle d'amis en fait. Donc on sait par un groupe d'amis antillais avec qui on sort, la communauté est quand même proche, donc je l'ai croisé plusieurs fois, puis par la force des choses, ça a donné qu'on a parlé un peu plus, puis je me suis un peu questionnée, mais je voyais que l'attirance était quand même là, donc c'est ça. C'était quoi cette attirance? C'est bon. Je pense qu'on a dansé ensemble, c'est bête, mais la danse des fois on a beaucoup dansé, on faisait les sessions zouk ensemble, je pense qu'il y a eu le côté drôle, on fait la fête, on s'amuse, donc ça aussi ça nous a pas mal rapprochés. Et puis je pense que j'avais cette attirance là que je commençais à formuler en moi, puis et je... Alors, moi c'est sûr que mon coming out il est loin, donc j'ai moins le côté questionnement. C'est sûr, j'ai trouvé jolie, et puis
Puis je pense que c'est ça, c'est ce que tu as dit. Je crois qu'on a commencé, c'était plus les soirées. Notre petit groupe est quand même assez soudé. On s'est déjà vu à quelques reprises. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Ça s'est fait quand même assez naturellement. Enfin, même pas assez, ça s'est fait super naturellement. On a commencé à parler, on a rigolé, puis ouais, non, mais une fameuse danse en effet, un zouk en particulier, on a une photo, il faudrait qu'on la trouve, mais on a une photo qui est prise de haut et je pense que cette photo, comment dire ça? C'est le début. Ouais, même quand on la regarde, ça fait comme ah oui, en effet. Et pourtant, il n'y a pas grand chose dessus, c'est juste là pour ceux qui connaissent le zouk, la danse, bon, voilà. Et puis ça a commencé un petit peu comme ça. Ouais. Puis ça aide, je pense, ça a aidé aussi, je veux pas, le fait d'être proche, d'être amis d'abord, de commencer à se connaître, de discuter. Puis je pense que je suis rentrée aussi on est rentré dans la relation assez rapidement, je pense à 2000 à l'heure, ça a tout de suite commencé. Puis... À 2000 à l'heure. Ouais, pour mes repères, oui. En fait, pas à 2000 à l'heure, on a fait les choses bien quand même. Oui, je vais pas dire. Voilà. C'est ça, j'arrivais avec des fleurs. Voilà. Tout de suite, on est passé rapidement d'amis à assez rapidement. Il n'y a comme pas eu d'entre-deux, le côté dating. C'est quelque chose que, par rapport à d'où on vit aussi, j'ai moins fait. Donc, avant ça, j'étais dans une longue relation aussi de 5 ans. Donc, j'ai moins ce côté où je vais dater, je vais voir comment ça fonctionne. Donc, pour moi, à partir du moment où on a commencé, on était un couple. Et puis, voilà, il n'y a comme pas eu ce long moment de est-ce qu'on est un couple, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre statut ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est rentré tout de suite dedans. Puis moi, je l'ai tout de suite annoncé comme ça parce que c'était aussi pour moi mon coming out. Donc j'étais comme je sors avec une nouvelle personne, puis c'est Lani, puis voilà. Je l'ai présenté comme ça, donc tout de suite on a été ensemble, on a été en couple. Puis après c'est sûr que non, pas tout de suite la Covid, c'est venu comme un an après. Nous quittons la rive sud, retour sur Montréal, plus précisément à Rosemont, où nous attend un autre couple, un couple d'hommes. Tu veux commencer? Je peux. Je m'appelle Javier Leon, j'ai 29 ans. Qu'est-ce que je dis? Je suis coiffeur à Montréal, je suis originaire du Mexique. Ça fait 14 ans que j'habite au Québec. Je m'identifie Il. Ouais. Mon nom est Mathieu Mainville, je suis aussi coiffeur, je travaille avec Javier pour Upper Studio, puis je suis montréalais, born and raised in Montréal, j'ai 31 ans. C'est ça. Mon prénom c'est Il, j'imagine que tu voulais le... Oh, voilà. À l'école de coiffeur. À l'école de coiffeur. Il y a 10 ans? 9 ans. 9? Ouais. 10, 9. 9. 9? Je pense 2012, 2013. En fait, on était juste collègues d'école. On était même pas des amis à cette époque-là. Puis non, parce que je faisais les cours de soir, lui faisait les cours le matin. Le jour, le matin. On savait on était qui, mais on n'était pas amis. Là. On n'avait aucune relation. Puis... De fil en aiguille, on a eu beaucoup d'amis communs aussi. Des gens qu'on s'est vus, mettons, dans des événements ou des soirées, mais pas... on n'avait jamais vraiment développé d'amitié jusqu'à il y a 3 ans. Chez L'Oréal? Ouais, chez L'Oréal. Il y a 4 ans à peu près? Ouais. Fait que dans le fond, on travaille pour L'Oréal. Lui, il travaille plus pour eux. Moi, je travaille encore pour eux. L'Oréal, dans le fond, mon rôle pour eux, c'est d'être ambassadeur. Je développe j'aide à développer les tendances saison après saison. Puis du côté des coupes, lui du côté des colorations. Puis là, L'Oréal font beaucoup d'événements de team building puis de communauté à l'intérieur des coiffeurs. Fait qu'on se croisait dans ces événements-là, puis on a lié d'amitié. Et à quel moment de l'amitié on commence à ressentir des sentiments ou un sentiment pour l'autre? À quel moment ça se passe? Ça, c'était en fait il y a 2 ans. Moi, je suis déménagé dans un salon qui est Upper Studio.
Puis Mathieu est venu nous rejoindre en tant que collègue de travail. Puis c'est là que notre amitié s'est plus soudée, si je peux dire. Puis... C'est une petite équipe de travail, on était 5 à l'époque. Puis là, boum, la pandémie est arrivée. Oui. Puis pendant la pandémie, ben c'était mon +1 partout. On est devenus vraiment des très bons amis. Puis de fil en aiguille, après ça, on est allé dans un chalet, puis c'est au chalet que ça s'est développé. On s'est un peu fait matcher par notre ami qui nous avait invités au chalet, puis on pense que c'était prévu d'avance. Puis il nous a comme jetés dans les bras l'un de l'autre. Puis en fait, c'est une réponse à un sentiment qui existait déjà. Même si je m'en doutais un peu, j'étais loin d'imaginer qu'il me serait si difficile de trouver et de rencontrer des couples racisés, prêts à s'exprimer sur leur quotidien devant une caméra. Et cela peut s'expliquer. Lorsque vous discutez avec des néo-québécoises ou néo-québécois venus d'ailleurs, Afrique, Caraïbes, Haïti, Moyen-Orient, Maghreb, pour ne citer que ces régions, l'un des arguments parmi d'autres qu'on vous oppose est de dire que même dans les pays développés et soi-disant ouverts, ce n'est pas toujours accepté. Alors ce fameux « ce » ici désigne l'homosexualité. Ont-ils tort? Pourrait-on se demander. Qui ne se souvient pas du fameux débat houleux en France pour le mariage pour tous? En 2013, il aura fallu la ténacité de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, femme noire guyanaise, pour mener ce projet à bout. Au Canada, il aura fallu attendre le 20 juillet 2005 pour que le mariage entre conjoints de même sexe soit légal partout au Canada, même si les provinces l'avaient déjà rendu légal à travers des décisions de tribunaux, à l'image du Québec. On comprend donc aisément que les unions civiles légales ne sont pas l'apanage de nombreux LGBTQ+ racisés. J'en ai donc parlé à mes interlocuteurs. J'ai l'impression que déjà comme des couples du même sexe, c'est un petit peu plus difficile de se mettre en couple. Je pense que pour beaucoup de mon entourage, puis même moi, plusieurs années plus tôt, la sexualité prenait une place tellement dominante que c'était difficile de se dire, tu sais, ah, je vais me mettre en couple, puis je vais avoir du sexe juste avec la même personne tout le temps. C'est comme une... Je sais pas, j'ai l'impression que... Et mon Dieu, cette pensée est dure à exprimer. J'ai l'impression que il y a tellement cette dévalorisation du partage sexuel quotidien que le fait même de se mettre en couple peut devenir confrontant. Là, après ça, toi, t'apportes la notion de race. Les Québécois, c'est plus facile de se mettre en couple. Les immigrants ou les néo-québécois, c'est peut-être un peu plus difficile. Est-ce que c'est une question de sexualité ou d'orientation sexuelle ou plutôt juste une question de difficulté de s'implanter dans la communauté d'accueil? Ça, à ce moment-là, je suis pas capable de te répondre vraiment parce que je l'ai jamais vécu. Ben moi de mon côté, j'ai eu un copain. Mon premier copain, ça a été un Mexicain. Fait que c'est sûr que ma première relation qui a duré le plus longtemps, ça a été avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi. Ça a duré 4 ans. Et par la suite, j'ai eu des relations qu'avec des Québécois. Donc, pourquoi, hein? Ben écoute, ça a donné de même. Ça a donné de même. Mon premier copain, je l'ai rencontré dans un party de Mexicains, puis lui était là. Donc, on a juste comme connecté, puis par la suite, j'ai décidé d'explorer le territoire québécois, si on peut dire. Puis, en fait, pas que je m'identifie pas avec les gens de ma propre communauté mexicaine, c'est juste que j'aimais beaucoup les valeurs aussi que les gens d'ici pouvaient m'apporter. Puis, c'était juste un échange très le fun. J'ai l'impression aussi, tu sais, si on regarde plus large, d'un point de vue plus large, la politique actuelle, mettons, avec tous les problèmes qui tournent autour de la loi 21, puis le fait que le gouvernement refuse de dire qu'il y a du racisme systémique au Québec, j'ai l'impression que ça représente bien un peu la communauté québécoise de genre, on se met la tête dans le sable,
on n'est pas raciste, mais on veut pas nécessairement se mettre en couple avec des gens racisés parce que ça fait pas partie des valeurs de ces gens-là. Les valeurs culturelles, le racisme et d'autres facteurs qui, aux yeux de Ravière et Mathieu, peuvent expliquer cette rareté ou encore cette invisibilisation. Je me suis donc rendu au plateau Mont-Royal rencontrer une autre personne concernée par la question. Je m'appelle Aimé Munezero. J'ai 31 ans. Voilà. Je suis une femme transsexuelle. Ouais, c'est ça. Je vis à Montréal depuis 7 ans maintenant. Souvent quand on me pose la question, c'est quand que tu as commencé ta transition, à l'âge de 4 ans, je dirais. Donc il n'y a pas... il n'y a pas vraiment Pour moi, il n'y a pas eu un moment... Oui, il y a un moment où tu prends la décision parce que tu vas plus ou moins, mais j'allais beaucoup plus vers ce que je devais être et ce qui me rendait heureuse que de faire une transition. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir eu une vie avant et une vie après. Lorsqu'on a fait la présentation, on a oublié de mentionner que tu es auteur. Tu as écrit un livre sur absolument. Ta vie, ta transition. Oui, en 2017, je pense, il est sorti en 2017. Donc oui, j'écrivais, enfin je racontais mon histoire, mon parcours de vie. Je trouvais ça intéressant de le mentionner parce que, en tant que femme de couleur d'origine africaine, il y a encore des lacunes dans notre société et je trouvais que c'était important. Donc je ne vais pas dire que je me suis mis en lumière, mais voilà, j'ai partagé cette part de moi. Oui. Voilà. Dans quel objectif ? C'est un livre que j'aurais adoré lire, moi, quand j'étais plus jeune. C'est toujours la même première approche. C'est un livre que j'aurais adoré lire, qui m'aurait beaucoup, je crois, réconforté dans des grands moments où j'étais complètement perdu. Parce que on ne trouve pas des gens qui nous ressemblent. Donc pour la jeune génération, qui sont plus jeunes que moi, je voulais les rassurer. C'est pas forcément le voir à la télévision, dans les films, trucs comme ça. J'aurais voulu avoir une personne qui me rassure, comme moi je crois l'avoir fait dans ce livre. Aimé Munezero est auteur. On s'est rencontrés il y a quelques années lors de la parution de son livre « Comment je suis devenue une femme ». Qui de mieux que Aimé Munezero pour nous donner son avis sur cette question, sur la difficulté à rencontrer des couples. C'est beau, l'amour c'est beau, mais c'est compliqué. Et je trouve que quand il s'agit quand on est dans le LGBT+, je trouve que c'est encore plus complexe. Et selon les générations, c'est plus complexe dans l'approche, je dirais. L'amour est l'amour, s'aimer c'est une chose, mais la question c'est est-ce que tu es en face de quelqu'un qui a plus ou moins la même maturité dans ta sexualité ou dans ton être? Est-ce que vous êtes égal? Tu comprends ce que je veux dire ou non? Égal dans le sens où je veux dire, moi je vis ma vie d'une façon, je vis une vie normale, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de vie non normale de toute façon, mais je vis une vie d'une nana, d'une femme de 31 ans, point à la ligne. Mais est-ce que l'homme qui est à côté de toi, ou la femme, ou selon la relation que vous avez, est-ce qu'elle est out, comme on dit dans le milieu, déjà? Est-ce qu'il assume ce qu'il est? Ça, c'est une forme, ça peut être aussi une autre forme de relation qui peut être très complexe. Deuxième point, par exemple, c'est est-ce que ça peut être dans le travail. Est-ce que le travail savent qu'ils vivent, ces deux hommes qui vivent ensemble? Même si ça a l'air bête en le disant, en étant en 2021, mais c'est des choses qui sont encore actuelles. Je connais des hommes qui ne peuvent pas, parce que dans la carrière qu'ils ont, c'est complexe de pouvoir dire, mais je suis homosexuel. Pourquoi? Parce que on va rentrer. Parce que j'aurais peut-être pas autant d'opportunités. Mais c'est souvent quelque chose. Aujourd'hui, en 2021, c'est pas forcément la société ce qu'elle pense. C'est plutôt toi-même. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure,
est-ce qu'ils sont dans une forme de maturité dans leur vie? La société, on s'en fout en fait. Honnêtement, surtout à Montréal, on n'est pas dans une société qui te prend pas comme tu vis. C'est toi en tant que personne. Où t'en es dans tes recherches. Et donc du coup, tout cela rend aussi les relations amoureuses complexes et compliquées. Il est indéniable que la culture, l'éducation et d'autres facteurs sont des prismes qui influent sur l'acceptation ou pas de l'homosexualité. Et dans des régions, on va dire, plus traditionnelles ou plus conservatrices, c'est encore beaucoup plus fort. Je suis pas anthropologue, je suis pas sexologue, mais je pense, si je me fie à ma propre expérience, quand début vingtaine, j'étais hyper hormonal, puis j'avais une sexualité un peu débridée, puis l'idée même de me mettre en couple, c'était même pas une notion possible parce que ça marchait pas. Il fallait que j'explore la sexualité. Puis aussi, je pense que pour la communauté homosexuelle, le fait qu'on est tellement renfermé dans une bulle où il y a quand même, on s'est caché longtemps, puis je pense que ça a des répercussions sur les générations d'aujourd'hui, de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus d'ouverture, mais quand j'étais jeune, déjà dans mon cas, j'avais aucune représentation homosexuelle dans mon entourage. Je connais personne dans ma famille, dans les amis de la famille ou les proches. À l'école, il n'y avait pas de personnes homosexuelles. À la télévision, on n'avait pas de représentation. Puis je pense que c'est un discours que beaucoup de gens ont, mais ça fait que je comprenais pas qu'on puisse se mettre en couple entre hommes ou entre c'était super difficile. Puis là, en parallèle, c'était comme comment je fais pour découvrir ma sexualité? Nécessairement, la seule avenue possible, c'est Gay 411, puis Grindr, puis toutes ces affaires-là, tu sais. Puis tous ces gens-là étaient là pour une seule chose, avoir du sexe. Fait que c'est comme cette culture-là, c'est comme entretenue jusqu'à temps que personnellement je sois capable de me sortir de ce modèle de pensée-là pour me dire, non, moi, ce que je veux, mes valeurs à moi, c'est de me mettre en couple, d'avoir cette sécurité-là, cette stabilité-là. Puis aujourd'hui, c'est ce que j'ai atteint. Puis ça me rend vraiment plus confortable qu'avant, où j'étais comme perdu dans tout ça, finalement. Ça a été difficile pour mes parents, pour ma mère au début un peu, d'avoir ce côté-là de personnes qui parlent. Puis après, maintenant ça va, mais moi en vrai, écoute, qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, je détonnais déjà quand j'étais là-bas, maintenant encore plus avec les cheveux coupés, les tatouages, le piercing, j'ai pas le physique nécessairement le plus féminin, donc c'est sûr que oui, ça frappe. Moi je suis maman séparée de jumeaux qui sont pas là aujourd'hui. Il y a des photos là, mais c'est ça, ils sont pas là, des petits jumeaux qui viennent d'avoir 5 ans. Et quand on leur demande, ils ont 4 parents, une mamie et une maman, et puis Nani et Sissi. C'est très important. C'est très 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 important pour ma fille. C'est très clair. Zed aussi, mon fils. Non, faut pas qu'on se sépare parce que ça marchera pas dans leur vie, c'est comme ça. Moi, j'en ai pas de mon côté. Donc ça a été aussi un gros questionnement pour moi de ce côté-là. J'en ai parlé à mon beau-père, j'en ai parlé à justement plus des beaux-parents qui sont rentrés dans des couples, essayer de voir c'est quoi notre place, parce qu'au début, je savais pas exactement c'était quoi ma place, comment je devais m'intégrer dans cette famille qui existait déjà, c'était quoi mes limites. Donc j'ai eu beaucoup de questionnements, je pense plus par rapport le fait de devenir coparent, de rentrer dans une relation, il y a déjà des enfants, parce que dans mes anciens couples, j'ai pas connu cette expérience-là, donc j'ai eu l'impression que ça a été 2 gros apprentissages en même temps, le fait d'être avec une fille, puis le fait d'être avec quelqu'un qui a des enfants. Donc ce questionnement-là s'est fait en effet plus... je l'ai eu tout en étant un couple, j'ai travaillé sur moi, au fur et à mesure on en a parlé, je lui ai partagé aussi mes inquiétudes, mes doutes, ce qui me stressait un peu. Mais c'est vrai que c'était plus le côté coparent qu'être avec une fille. Il semble convenu par toutes et tous que les choses évoluent. Vite, pas assez, là n'est pas le problème. Elles évoluent. Elles évoluent pour les nouvelles générations, grâce aux nouvelles générations. C'est de plus en plus
accepté de voir des couples de même sexe. Fait que c'est la notion même de se dire comme je vais me mettre en couple avec quelqu'un de mon sexe est plus facile à aborder qu'avant. Tu sais, quand j'étais jeune, mes repères, c'était les gens que je rencontrais. Les gens que je rencontrais, c'est des hommes peut-être un peu plus âgés, qui venaient d'une autre génération, qui eux avaient leur système de valeurs, qui m'ont transmis. Puis à un moment donné, ça a été de déconstruire ce système de valeurs-là qui traîne depuis plusieurs générations pour me dire, aujourd'hui, la vie est différente, puis je me permets finalement de faire ça comme ça. Mais je pense aussi que la nouvelle génération, ils se donnent le droit de penser qu'est-ce qu'ils veulent, puis c'est correct d'être différent. Ça fait que dans les prochaines générations, ça va être encore plus facile de juste s'accepter soi-même, puis de pas se poser de questions si on rentre dans une norme ou pas. Quand je vois la génération, la mienne, on a connu la fin des moqueries, on a connu à l'école, toutes ces choses-là qui nous ont marqués quelque part, et se sentir exclu d'un groupe parce que tu es ce que tu es. Et puis tu as la génération, moi celle qui m'intéresse, c'est celle de demain, donc la génération après moi. Et elles, j'ai l'impression qu'elles le vivent nettement mieux, à tous... comment dire, leur identité, même un peu trop de temps en temps, parce qu'on ne comprend pas tout non plus, mais elle aura beaucoup plus de facilité, j'ai l'impression. Et donc, notamment, à s'aimer et à s'afficher. Alors, plutôt que de parler des personnes, n'est-il pas mieux de parler avec les personnes concernées? Je me suis appliqué ce principe et je suis allé à la rencontre d'un couple de la nouvelle génération. Nous nous sommes donné rendez-vous au centre-ville de Montréal. Bonjour, je m'appelle Brigitte, j'ai 23 ans, je suis étudiante en travail social. Présentement, je suis aussi intervenante, je viens d'avoir un nouvel emploi qui me va très bien. Je suis d'origine ghanéenne, je suis la seule de ma famille à être née ici. J'habite, en fait, je devrais peut-être pas dire où j'habite. J'habite à Laval, donc je suis une petite fille de suburbs, on peut dire. Et je suis une personne queer. Gay, sincèrement très fluide aussi. Et voilà, je suis très contente d'être ici. Je m'appelle Sénat et j'ai 22 ans. Je m'identifie comme queer, pansexuel, queer. Moi, je viens de Gatineau. Moi aussi, je suis quelqu'un qui a grandi dans les banlieues, alors... ouais. Et j'étudie en journalisme. Donc, je suis une femme de la communication. Ah, cette histoire-là, my God. Tu veux que je la commence? Oui, tu peux commencer. Ok, parfait. Donc, on s'est rencontrés à Dawson, au cégep. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un cours. On avait un prof en commun. Ouais. Et je pense que ton cours était terminé. Ouais, et c'est ça. Ensuite, moi, je vais venir parler au prof. Et ensuite, on s'est vu comme ça. Et moi, je connaissais une de tes amies. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de lui donner un bec sur la main. Donc, j'ai fait vraiment « Allô, comment ça va? Moi, je m'appelle Brigitte et toi? » Et là, j'y repense et je suis comme « My God, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? » Mais je sais pas, peut-être que j'essaie de te charmer un peu. T'avais l'air vraiment, vraiment boussolée par ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est officiellement notre vraie rencontre. Ouais. Qui date de combien de temps? Ça, c'était en 2017. Donc, ça date de 4 ans. Je savais pas comment réagir. Surtout parce que... Comme... ça m'a juste pris par surprise, je ne m'attendais pas à ça. Mais aussi, c'est pas comme si j'avais été comme dégoûtée. Comme j'ai aimé ça, mais je savais pas pourquoi j'aimais ça. Comme à travers Brigitte, j'ai vraiment découvert un peu cette partie de moi que maintenant quand je regarde, je sais que ça a toujours été là, mon attirance envers les femmes. Mais quand elle m'a donné le bisou sur la main, j'étais comme ok. C'est ça, ça a solidifié quelque chose en moi et j'ai senti le besoin d'aller plus loin, de chercher qui était cette personne-là, etc. Et c'est un peu comme ça que notre relation a grandi, on est devenus vraiment amis, on se parlait tous les jours, etc. Et ensuite, c'est là que ça a tourné un peu plus côté une romantique. relation amoureuse. Ouais. Il est commun de prétendre que les amours de jeunesse sont passagères. Fausse croyance, probablement. Dans le cas de Sénat et Brigitte, je dirais même sûrement. Ces deux jeunes femmes sont certaines de leurs sentiments.
liés par un amour qu'elles décrivent comme indescriptible, qui leur sert de bouclier, de château fort, de refuge. Je me rappelle, il y avait un moment aussi où on se parlait, mais on se voyait à peine parce que nos cours concordaient vraiment pas. Puis je pensais pas l'avoir cette journée-là, mais on s'envoyait des messages le matin. Et je l'avais vu par surprise à la porte de Dawson, puis on s'est donné le plus gros câlin de ma vie, genre je me rappelle toujours jusqu'à présent. C'était vraiment comme un film presque. Il y avait plein de personnes qui passaient dans les portes du métro, puis il y avait juste nous, entre les cartes de porte, en train de se donner un câlin qui a duré genre 15 secondes. Puis on a fini sur le mur. Ouais. C'est ça. Donc je pense que c'était... Désolée, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais vraiment des sentiments pour toi parce que j'avais tellement des papillons. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est ce moment, le câlin. C'est le câlin, voilà. Comme je ne veux pas utiliser le terme âme sœur, mais c'est similaire. Je dirais que c'est près de là, les sentiments. On se comprend juste tellement bien, je sais pas, c'est plus grand que des mots. Puis, je veux dire le fait qu'on avait cassé aussi, puis qu'on s'est retrouvés de cette manière-là. Pour moi, ça dit beaucoup aussi. De l'amour, bien sûr. Mais j'ai jamais eu une connexion avec quelqu'un aussi profonde que celle que j'ai avec Brigitte. Je peux parler de n'importe quoi avec elle. Je peux m'ouvrir à me mettre complètement à nu avec elle, avoir aucun stress, elle va me juger sur quoi que ce soit. C'est juste un sentiment je me sens comprise à 100% par elle. Et moi qui suis une personne qui est assez, self-conscious. Comment on dit ça en français? J'ai juste... Ça, tu l'expliques là? Self-conscious, c'est juste... je suis assez soucieuse du regard des gens. Avec Brigitte, je me sens jamais comme ça. Je peux 100% être moi-même, puis pour moi, ça c'est extrêmement important. Puis qui me rend juste à l'aise et... Ouais, on se confie tout. C'est ma meilleure amie, mais c'est aussi juste quelqu'un que je sais que je vais jamais pouvoir trouver cette compréhension ailleurs. Et ça a commencé comme ça même depuis... Ouais, dès le début. Même depuis avant qu'on disait qu'on se parlait jusqu'aux petites heures du matin. Moi, j'ai su que ça commençait à aller plus loin quand Brigitte a commencé à s'ouvrir sur comment ses parents voyaient son homosexualité, comment ça créait des gros clashs envers elle et ses parents, des gros conflits, des disputes vraiment envenimées entre elle, sa mère, elle et son père. Puis moi aussi, j'ai l'impression que quand mes parents ne comprennent pas, quand le monde ne comprend pas, je peux aller parler à Brigitte et elle va comprendre. Parce qu'elle le vit, mais aussi parce qu'elle me connaît et je peux t'apporter un peu de soulagement. C'est ça, elle m'apaise et moi aussi je suis capable de l'apaiser quand elle ne va pas avec sa famille aussi. On se fâche ensemble. Pourquoi vous avez accepté de faire ce sincèrement, moi, quand j'avais... Encore une fois, je parlais de la problématique que je retrouvais personne qui me ressemblait. Ça m'a pris beaucoup de temps. Les personnes LGBTQ+, ne se cachent plus, s'affirment de plus en plus, s'affichent ouvertement, ce qui est bénéfique pour les plus jeunes, pour les nouvelles générations, car la voie a été pavée par les générations précédentes. Définitivement. On a un ami qui est plus vieux que nous, puis c'est maintenant qu'il se découvre à travers nous. Donc, définitivement, la génération, mais je veux dire, comme le travail est fait par les personnes aussi qui viennent avant nous, mais oui, c'est plus facile de se tenir la main dehors. Je me rappelle aussi au secondaire, c'était très difficile. Au secondaire, tout le monde avait le nez dans mes affaires. J'avais plus honte aussi. Mais j'ai l'impression aussi, l'affaire qui est drôle, on avait cette conversation-là aussi, mais les personnes au secondaire avec qui on était avec étaient tous queer de leur manière. Et c'est fast-forward, 5 ans plus tard, que je réalise que vraiment presque mon entourage au complet, mon cercle au complet au secondaire sont aussi queer. Donc c'est vraiment, ça va avec le mouvement aussi, mais définitivement plus de facilité. Les personnes qui sont plus vieux que nous vivent cette facilité-là avec nous aussi. Donc ouais, ça se suit presque. En termes
ben plutôt socialement, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes batailles que les personnes queer qui ont en ce moment 30 ans, 40 ans, etc. C'est ça. Mais je pense qu'on a quand même grandi dans un monde où est-ce que on a vu des personnes queer à la télé, même si c'est pas tant de représentation que ça. J'ai quand même grandi, même avec l'éducation de mes parents qui était très africaine, très serrée, des valeurs très claires et que l'homosexualité ou quoi que ce soit queer, ça passe pas. Mais les réseaux sociaux ont beaucoup changé pour nous là aussi. Ouais, mais gravement. J'ai pu avoir des modèles qui étaient queer à travers des personnes que j'ai regardées sur YouTube, des personnes que j'ai vues à la télé. Donc, d'une certaine manière, j'ai quand même été exposée à ça pour me faire une idée et me faire une opinion là-dessus qui m'a amenée à me dire que c'était correct. Mais après, je voyais comme quelque chose de correct plus dans les autres et pas nécessairement en moi parce que j'ai eu à faire du gros travail pour accepter que j'étais africaine, mais aussi une membre de la communauté LGBTQ à part entière. Et ce que je trouve qui est vraiment désolant par rapport à la communauté africaine, c'est que on met souvent les la culture avant tout. C'est ça, on met la culture avant tout, mais on met souvent la culture africaine à l'opposé de la communauté, la culture LGBTQ, comme si c'est quelque chose qui peut pas du tout être africain. Ouais, c'est ça. Et à travers la réaction de mes parents, à travers les discours que ma famille a autour de moi, sans savoir que je fais partie de la communauté queer, donc je vois que ils aiment pas ça. Ils aiment vraiment pas ça. Eux, les deux, ça. C'est non. Ouais. Mais j'ai eu quand même des modèles qui, moi, m'ont fait accepter les gens de la communauté. C'était ma problématique, moi, personnellement, en grandissant. Genre, trouver une autre femme africaine, au teint foncé, qui était aussi queer, qui aimait les femmes. Je veux dire, moi, j'étais surprise. Dans le temps, moi, je suis comme, il y a juste des Haïtiennes que je connaissais qui se représentaient telles quelles. Mais ouais, moi, j'ai dû vraiment aller chercher des films, des émissions. Puis déjà là, je ne trouvais pas des personnes qui me ressemblaient. Je savais que cette quête allait me réserver un certain nombre de surprises. Tenez, prenons celle liée au langage, le terme normativité. Je l'ai utilisé plus d'une fois dans mes conversations et à chaque fois, mon interlocutrice ou mon interlocuteur sursautait. Jusqu'au moment où j'ai compris, définissons la normativité comme le caractère de ce qui est normal, prescrit une norme, émet des jugements de valeur. La majorité des personnes LGBTQ+, avec lesquelles j'ai discuté, y voient un cadre contraignant, mais surtout obsolète. On évolue dans l'air, fait que c'est sûr que ce qui n'était pas correct avant face à la société, on essaie de le changer pour que la normativité, elle soit pas juste ça comme ça, mais que ça soit vaste, puis que tout le monde ait le droit de rentrer dans cette pensée-là. Mais moi, j'ai de la misère avec le mot normativité quand même, parce que ça représente un cadre trop prédéfini par la société, puis est-ce qu'on veut vraiment s'associer à ce cadre-là? Je pense que c'est propre à chacun. Aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que la normativité, c'est qu'il n'y a pas de normal, puis que tout le monde peut s'y retrouver de la façon qui lui plaise. J'ai beaucoup d'amis qui sont en couple multiples, genre en trouble ou polyamoureux, etc. Plusieurs couples en même temps. C'est à chacun son sens, à chacun sa façon d'explorer son... Puis que tout le monde a le droit d'être qui ils sont. Pour moi, c'est ça la normativité. You do you, tu fais ce que tu as envie de faire, puis pour nous, ce qui colle, c'est la monogamie. Pour d'autres, ce sera pas ça, puis c'est super correct. À l'image du reste de la société, la communauté LGBTQ+, est aussi diverse et variée. Nous sommes partis pour parler de couple et j'ai découvert de nouveaux termes. Le trouble, par exemple, un mot pour désigner une relation ou des relations entre trois personnes. J'ai alors fait la connaissance de deux personnes qui m'en ont parlé et m'ont permis d'y voir un peu plus clair. Bonjour, mon nom c'est Laïka Otelo. Donc mes pronoms sont elle, they. Je préfère qu'on dise le they en anglais. Je me considère comme une femme, hyper femme, hyper femme. Presque 6 ans de couple avec William. Lui, c'est un homme cisgenre, donc oui, je suis en relation avec lui, une relation hétéro depuis 6 ans. Mon nom, c'est Jennifer, j'ai 23 ans.
J'étudie en ce moment à l'UQAM en sexologie depuis maintenant 2 ans. Fait que c'est pas mal ça. Je m'identifie comme une femme, cis, mais je ne suis pas hétérosexuelle. J'adore tout le monde. Pour la simplicité, je dis je suis bisexuelle, mais honnêtement, si je suis attirée par toi, je suis attirée par toi. Ça finit là. Puis, c'est quelque chose que j'ai su depuis pas mal longtemps. J'ai eu quelques petites expériences par-ci par-là. Puis, je me connais bien dans ce domaine. Je suis dans des relations romantiques, oui. Donc, je pourrais dire que je suis en... mais un couple, c'est quoi en fait? Parce que j'ai l'impression pour moi, un couple, c'est vraiment... je suis pas dans une relation 1 à 1 avec quelqu'un, je suis avec plusieurs personnes en même temps. Puis c'est ça qui me définit le plus. Je suis quelqu'un qui est polyamoureuse, puis j'aime beaucoup de personnes en même temps, disons. Donc je suis dans plusieurs relations, si on peut le mettre comme ça. Indépendamment, chaque relation indépendamment c'est une relation 1-1. J'ai pas personne, j'ai pas un trouble par exemple, j'ai pas quelqu'un avec qui je sors puis une autre personne avec qui je sors qui sortent ensemble par exemple. C'est vraiment juste moi et les personnes avec qui je suis. Par contre, chaque personne sait que l'autre personne existe. Donc, tout le monde est au courant que je sors avec d'autres personnes, puis ils ont tous déjà entendu parler l'un de l'autre. Donc, il y a les hommes, femmes, ça pourrait être trans, ça pourrait être asexuel, ça pourrait être n'importe quoi, mais en ce moment, je vois des hommes et des femmes. En écoutant et en observant Laïka et Jennifer me parler, j'ai alors réalisé à quel point cette nouvelle génération, notamment de jeunes femmes et hommes racisés, brisait les tabous et bousculait les traditions. Et à l'évidence, moi-même, je me sentais un peu coupable d'être surpris. Néanmoins, cela ne m'a pas empêché de me poser quand même la question et les sentiments dans tout ça. Oui, donc oui, ça devient charnel. Oui, on va au-delà de quelque chose qui est platonique, sans nécessairement aller dans une relation, c'est-à-dire quelque chose une relation à long terme. On peut, moi en tout cas, je me laissais aller vers des relations de courte durée ou des relations de peut-être une soirée ou 2 avec des personnes que j'aimais, puis des personnes qui m'attiraient. Si je vous demande, aimez-vous William, vous me répondez quoi? Absolument. C'est l'amour de ma vie. Oui, bien sûr, parce qu'il y en a qui se considèrent comme polysexuels et il y en a qui se considèrent seulement comme polyamoureux et il y en a qui se considèrent comme les deux. Donc moi, je suis les deux. J'ai plusieurs partenaires sexuels, mais j'ai aussi plusieurs partenaires romantiques. Ça, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui recherche ça. J'ai beaucoup d'amour à donner. Donc, je sors vraiment en relation, puis dans l'optique d'avoir des relations long terme aussi. Donc, moi, je suis quelqu'un que si je t'aime, je veux t'avoir dans ma vie pendant longtemps. Donc, des relations longues. Ça peut être des relations courtes. Moi, comment je dirais ça? Le but dans le polyamour, c'est vraiment de laisser aux gens la liberté de rester avec toi. Tu forces personne à rien. C'est vraiment beaucoup de communication, de liberté de choix, de communication. Puis, bien entendu, le consentement est très important là-dedans parce que, comme j'ai dit, tu dois en parler avec les gens. Et puis, tu dois leur informer dans quoi ils s'embarquent. Donc, c'est vraiment l'amour est important. Ça dit polyamour, c'est plusieurs amours. En fin de compte, le couple dans la communauté LGBTQ+, est un couple à part entière ou un couple entièrement à part? Parler plus de mon point de vue, parce que comme je dis, moi j'ai jump in dedans, mais je l'ai fait, j'avais déjà 29 ans, 30 ans, donc c'était beaucoup plus tard. Je vois pas tant de différence. C'est pour sortir d'une relation de 5 ans, il y a vraiment des petites subtilités, des choses qui sont assez minimes, mais pour moi, je suis dans un couple comme j'étais dans un couple il y a 5 ans. Peut-être que par rapport à sa personnalité, je suis différente ou c'est sûr qu'elle a ce côté-là, plus de faire des compliments ou des choses comme ça, mais ça ne vient pas du fait que ce soit une fille, sa personnalité, puis elle aime ça, elle le fait avec tout le monde. Donc, je pense que si je parle sur, mettons, peu importe les couples dans lesquels j'ai été, la raison principale, c'est sûr que ça a été d'abord
l'amour. Je voulais être avec quelqu'un, je tombais en amour, voilà. Ça n'a pas été forcément pour d'autres raisons et je pense que là c'est pareil. J'ai pas cherché d'autres raisons, la stabilité ou je voulais construire quelque chose, ça c'est sûr. Cette volonté de construire à deux, de construire ensemble quelque chose qui est soutenu, je pense, d'abord par le fait d'avoir une attirance, le fait de s'aimer, le fait d'avoir une relation de couple qui fonctionne. Puis au fur et à mesure, ça se bâtit. Là, on a acheté la maison il y a 2 mois. Mais ça... En mai. Ouais. Mais ça vient par la force des choses, parce qu'il y a un fondement d'abord, il y a un tronc commun, qu'on veut aller dans la même direction. Je pense que c'est pour ça qu'on se met aussi, on se met en couple, peu importe avec qui on se met en couple dans la vie, c'est parce qu'il y a une volonté d'avancer ensemble, puis qu'il y a un objectif commun, on veut aller dans la même direction, puis ensuite le reste, la stabilité, le côté... pour moi, c'est juste que ça s'ajoute sur quelque chose qui existe. Je sais pas toi. Oui, je pense que c'est la même chose. Bon, tu serais d'accord avec moi, je suis hyper romantique. Donc déjà, c'est sûr que c'est pas mal le premier d'être amoureux, c'est pas mal le premier truc qui va faire en sorte que je me mets en couple. Et puis bon, après, je pense que c'est une question de confiance aussi, avec confiance en la personne avec laquelle tu es. Tu te dis, tu construis quelque chose, c'est de construire. Moi, construire, c'est ça, c'est tu avances, tu es pas juste avec la personne parce que il y a des bons moments, tu sais qu'il y a peut-être des moments où parce que on parle de stabilité. Pour moi, la stabilité émotionnelle, c'est pas mal la plus grande stabilité qui relativement peut rester, parce qu'après, bon, sécurité financière, oui, c'est bien, mais on l'a vu, surtout avec l'année qui vient de passer, tu peux avoir construit quelque chose, puis tout tombe en l'espace de 2 secondes. On touche du bois, on a eu la chance, nous, d'avoir nos emplois, mais tu as l'autre personne qui quand même reste là, qui est là avec toi, qui te soutient. Moi, en 2019, j'ai eu une passe assez difficile au niveau santé, puis tu as été là, tu m'as soutenu. Il y a eu quand même des... Voilà, donc pour moi, ça c'est important. Et au fur et à mesure, tu avances avec la personne, tu essaies de communiquer, puis je vais pas rentrer dans le cliché de la communication, c'est important, mais tu essayes plus ou moins de communiquer, de trouver des petites choses qui font que ta relation, en vrai, elle évolue, elle va évoluer, elle va changer, mais qu'elle évolue le mieux possible pour que tu saches que l'autre personne, elle est là pour toi quand il y en a besoin. Après le reste, c'est sûr que c'est important. On va pas cracher là-dessus si on vient d'acheter une maison. Fait que c'est sûr que la stabilité financière, c'est important. Mais je pense que si tu es pas bien, ne serait-ce que juste d'être amoureux, de sentir que tu es bien avec la personne avec laquelle tu es, tout le reste, en vrai, tu vas le chercher ailleurs. Oui, moi je crois à ça, je crois à l'union de 2 personnes, je crois à la grande histoire, je crois à vivre avec quelqu'un, je crois à fonder une famille. Oui, et c'est beau. Quand c'est beau, je veux pas dire... Souvent on dit oui, mais c'est difficile. Aujourd'hui on vous dit c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais il faut travailler pour. C'est toujours moi la réponse que je donne. Pour moi, un couple est un projet. Alors, comment ça fonctionne? Vous êtes tous les deux, vous rentrez dans un projet et il faut qu'il soit clair au départ. D'accord? Et puis après, vous mettez en fonction de pouvoir le nourrir, ce projet, le chérir. Ça va pas être simple. Ce n'est jamais simple. Moi, je dirais que on recherche surtout à qu'il n'y ait pas de différence. Que ça soit... Parce qu'un couple, l'important, c'est que 2 personnes s'aiment, ou un couple, que 3 personnes s'aiment. Fait que je pense qu'on s'en va plus sur quelque chose parce qu'il faut pas qu'il y ait de différence juste parce qu'il y a 2 personnes du même sexe qui sont ensemble. Moi, je suis certain qu'avec votre conjointe, vous vous aimez beaucoup. Nous, on essaie de s'aimer de la même façon. Fait que je pense que il n'y a pas... Moi, dans mon monde à moi, il faudrait pas qu'il y ait
plus de qualités ou plus de défauts d'un couple hétérosexuel ou d'un couple homosexuel. Fait que je te dirais que c'est sûr qu'il y a des différences, mais je pense qu'on s'en va plus sur quelque chose qu'on est dans l'égalité. Au terme de ce film, je dois avouer une chose. Je n'avais pas d'attente particulière. J'avais décidé de laisser mes différentes rencontres imprégner mon esprit et forger ma réflexion. Néanmoins, j'en retiens quelques leçons, quoique déjà connues et communes à beaucoup. Notre société en a encore du chemin à faire. Du chemin à faire pour accepter d'une part et accepter de vivre d'autre part avec les différences des uns et des autres. Homme noir subsaharien, hétérosexuel, cisgenre comme on me décrit, ma démarche a pu surprendre certaines personnes et même des personnes LGBTQ+ racisées, ce que je comprenais. Pour certains, n'étais-je pas là en train de promouvoir l'homosexualité? Oui, vous avez bien entendu, promouvoir, comme un produit commercial ou un service. Pour d'autres, je risquais de contribuer à plus de stigmatisation. Celle-là et ceux-là étaient convaincus que je ne saurais pas refléter la réalité des personnes LGBTQ+ en couple, ce que je comprenais aussi. Rien n'est plus difficile à changer chez l'humain que ses préjugés. Mais à bien y réfléchir, d'où viennent-ils ces préjugés? De notre culture, de notre ignorance. Aller vers l'autre est sans doute chez les humains l'acte le plus banal, mais aussi le plus difficile à poser. À la fin des fins, avons-nous réussi à refléter la réalité des couples LGBTQ+? Sûrement pas. Par contre, ces rencontres nous ont confortés dans l'idée que tous les humains ne sont en quête que d'une chose, l'amour. Un amour que ces humains ont en partage.